Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous entamons tout en douceur l'année 2019 avec bien sûr aux couleurs du jeudi et surtout du Bonjour d'Algérie, des invités bien entendu et des thématiques tout à fait intéressantes. Le jeudi, nous avons toujours coutume de débuter l'émission avec Aïda Mechri. Eh bien, on va le faire dans un tout petit moment. Elle est là déjà et pour nous donner une belle résolution pour l'année 2019, réussir une bonne reprise. Comment réussir une bonne reprise après les vacances pour les adultes, mais pas que, même les adultes plutôt pour les enfants, mais pas que, même pour les adultes, puisque eux aussi s'apprêtent à entamer une année, peut-être une année en tout cas bien longue, 2019 est là déjà. Nous allons également en parler aussi, on va aussi beaucoup voyager à travers des fontaines ce matin et un très beau livre à vous présenter, à vous aussi recommander, Alger la mystique, Ziarat autour des fontaines, toutes les fontaines d'Algérie, en particulier celles d'Alger, les fontaines d'Alger, leur histoire, leur légende et surtout de belles histoires autour de cela, avec Nourdine Louhal qui sera parmi nous pour nous en parler, puisque c'est son tout dernier ouvrage. Nous aurons également Amir Nebej dans sa rubrique plutôt cinéma. Il viendra nous faire un gros plan sur le film 100% Arabica et bien entendu la soirée donc ciné thématique ce soir sur Canal Algérie. Il a décidé de nous présenter le film 100% Arabica. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure sur le plateau. L'association de Cherchel, de musique andalouse de Cherchel, organise en ce moment la deuxième édition Andalousiette Baraim de Tipaza. Bien sûr, ça se passe du 2 au 3, aujourd'hui donc c'est le dernier jour, au Centre culturel du Chenois. Ils seront là sur notre plateau pour nous parler donc de leur participation à cette belle initiative. Et on terminera en musique également avec Zahira Djou, guitariste qui féru donc de la guitare sèche. Il va nous faire donc des belles compositions musicales et surtout des interprétations surtout à travers des hommages aussi qu'il voudra rendre à de grands classiques de la guitare bien entendu. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et puis bien sûr comme il se doit. On commence par la météo, vous donner les nouvelles du ciel. C'est tout de suite avant de sortir. Si vous n'êtes pas encore sorti, en tout cas vous êtes bien accompagné par Mina Abed. La météo vous a été présentée par Mobilis. Elle est en plein dedans déjà dans la lecture. Elle est en train de nous recommander un bel ouvrage. Déjà, elle est là. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On est de noir vêtues toutes les deux. On s'est donné le mot comme par hasard. Pas fait exprès. En venant, je me disais, tiens, je suis sûre que Mina aujourd'hui va porter du noir. Et on va voir Aïda, elle n'est pas très loin, vous allez le voir, elle aussi, elle n'est pas très loin. Exact. Tout va bien. Oui. Alors, vous avez vu mon livre, vous avez envie de le lire? Oui, oui. Ouais. Oui, j'ai déjà lu un livre du même auteur sur le rituel de la Bourqala. La Bourqala. Oui. Très intéressant. Très, on va en parler intéressant. avec lui. On va évoquer tout ça parce qu'il est très dans le patrimoine et surtout dans le récit, surtout des souvenirs d'enfance. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Bon, vous allez nous parler de la météo plutôt ce matin. On Exactement. vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, en cette début de matinée, on notera un petit peu de brume sur les côtes de l'ouest et puis le ciel restera dégagé et un peu nuageux en revanche sur le centre et l'est du pays avec quelques pluies sur la partie est, parfois assez marquées sur les régions côtières. Sur la partie sud, le ciel se voilera petit à petit sur la Sahara, le Sahara central, le Sahara oriental et puis on notera beaucoup de soleil sur le nord Sahara, les oasis ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord une baisse du mercure avec 15 degrés seulement à Alger ainsi qu'à Annaba, on notera un minimum de 9 degrés à Al-Bayad, 13 à Al-Rouat, 10 degrés à Sétif ainsi qu'à Batna, 16 à Gardaïa, 18 à Béchar, 21 degrés à Tindouf, à Darar et enfin 25 degrés, ce sera la maximale à Borj, Beji Moukhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera de la neige, notamment à Prague, quelques pluies à Athènes, un ciel dégagé à Berne, Marseille, Rome ou encore Madrid. Et puis un ciel de plus en plus nuageux, voire couvert à Paris, Londres, Dublin, Bucarest. Et côté Mercure, on notera 6 degrés seulement à Paris, 5 à Londres, 7 à Dublin, ainsi qu'à Bordeaux, 10 degrés à Madrid. Et Marseille, 8 à Rome, 1 degré seulement à Budapest, 4 à Bucarest. Et enfin, moins 1 degré à Prague, ainsi qu'à Varsovie. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi.
La météo vous a été présentée par Mobilis. Par Mina Abed aussi ce matin, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, puis on vous dit midi 19h et après, ça y est, c'est le week-end pour Voilà, vous. jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi. Merci beaucoup, Merci Mina, à bonne vous. journée. Bonne journée. On va vous offrir une belle chanson pour vous laisser repartir. Et pour vous, téléspectateurs qui nous regardez tous les matins, une belle chanson se doit donc de vous accompagner avec Karim Laifaoui, un artiste que nous avions reçu sur notre plateau, un artiste aussi brillant à travers donc sa musique, sa recherche et surtout ses influences. Il a beaucoup travaillé et surtout fait donc, de belles fusions. Cette fois-ci, il vient nous présenter son tout dernier clip vidéo et surtout extrait de son tout dernier album. Et d'ailleurs, il est en pleine promotion en ce moment. C'est Mchit. On se retrouve juste après. Et j'espère qu'il reviendra bientôt avec encore une fois de nouvelles choses. Et puis je suis sûre que ce titre, vous allez encore l'écouter à travers les ondes de la radio et aussi d'autres chaînes et pourquoi pas, encore une fois, dans Bonjour d'Algérie. Eh bien, on la reçoit comme il se doit, comme chaque jeudi matin. Elle a pris un petit peu de vacances la semaine dernière, elle n'était pas parmi nous. On était tout seuls, hein. On était triste de ne pas vous avoir parmi nous, Aïda. J'étais triste surtout. À vous, oui. Et j'étais vraiment, je partageais un peu vos moments, le
direct de Exactement. Bonjour d'Algérie. Exactement. Et alors, les vacances, c'était bien? Super bien, alhamdoulilah. Super bien. Alhamdoulilah. Les En enfants famille, aussi? Très contents, alhamdoulilah. Eh ben voilà, vous nous avez justement recommandé donc de bien préparer les résultats. Oui. Et puis, bien sûr, comment est-ce que les parents allaient appréhender ces résultats scolaires, comment préparer les vacances et tout ça, y est, c'est fait. Ouais. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire On est en train de La vivre un réussite. tout petit peu notre quotidien. C'est vraiment quelque chose, c'est un rythme, c'est une vie. La société bouge, les événements sont là et comment les gens, chacun dans les différences, les rituels, chacun trouve son plaisir, sa manière de faire. Il y en a ceux qui sont là, très catégoriques, voilà, cadrés. C'est des programmes long terme, bien Oui. programmés, tout ça. Il y en a d'autres, voilà, qui cherchent la veille, des formules comme ça. ils pour sont dans le pouvoir jour dire- le jour. du jour le jour. Et ça, c'est la richesse humaine, c'est la richesse de l'être humain. Il est tellement complexe qu'on va trouver les différences comme ça et chacun va réagir C'est vrai. à sa manière et tout C'est ça. vrai. Mais voilà, on peut pas être différent. Aujourd'hui, nouvel an, nouvelle page, reprise, l'école, vacances, thématique s'impose Ah ben aujourd'hui. oui, il fallait, bien sûr. Voilà, réfléchir comment on pourra dire deux mots autour de ça et puis partager quelque chose qui nous inquiète tous. Comment on va reprendre la circulation, le rythme, l'heure C'est du ça. travail, le réveil. Voilà, réussir sa reprise. Oui. C'était ça. C'est exact. Donc les enfants, c'est clair, c'est l'école, avec bien entendu cette obligation de bien faire Oui, pour bien oui. entendu réussir le deuxième trimestre Absolument. et s'appliquer. Oui. Et pour les adultes, c'est bien sûr la reprise au quotidien, les obligations quotidiennes. Qui n'est pas rien du tout. Probablement qu'on s'est occupé tellement de nos enfants, de l'autre, de notre travail, de ce que les gens ont besoin, comment je pourrais dynamiser un tout petit peu mon équilibre pour acheter, faire le marché, cuisiner, préparer, vivre. Et on s'oublie des fois parce que il y a comme un travail de deuil, il y a comme des moments difficiles, là on revient à notre rythme. Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de cette tristesse, coup de blues, hein. Il y a quelque Oui, chose, oui. comment je vais reprendre demain, il y en a tellement, il y a C'est des dur. réunions, il y a beaucoup de choses à organiser, il y a comment je vais conduire jusqu'à là-bas, quelle heure je vais rentrer. On le sait pas, mais finalement, ça existe et c'est réel. Beaucoup de spécialistes, Oui. tout comme vous par exemple, se penchent sur le week-end par exemple. Oui. C'est très dur pour certaines personnes de reprendre la semaine. Et donc, arrivé le week-end, ils sont là, ils se reposent, mais ils angoissent parce que déjà, ils pensent au lendemain. Absolument, absolument. Et probablement, je vais sauter rapidement comme ça pour dire, profitons de cette période, là où on a su se ressourcer, on a su prendre un café doucement, on a su tisser les liens, connaître de nouvelles personnes, on a su découvrir la nature, on a su quand même placer break, temps libre. Gardons ce rythme dans notre cadre de travail. Et si on arrivait à mettre des pauses pour garder le même café, si on arrivait à tisser les liens de la même manière, si on arrivait juste à freiner un tout petit peu pour ne pas courir derrière les urgences, ça nous invite Ça, à... c'est dur, hein, Aïda? Tout à fait, je suis entièrement d'accord, mais ici on classait un tout petit peu des objectifs. Parce que c'est facile un peu de prendre la baguette magique et de dire il faut faire 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà, il suffit juste d'acheter ça ou de suivre tel programme, tout ça. Ça marche pas à tous les coups. Et puis, tant mieux pour les gens qui ont réussi à trouver un fil ou des résolutions là où ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire aussi. Mais si on disait les choses juste, simplement, si on pensait à nous-mêmes dans quelque chose qui va nous faire plaisir, s'arrêter juste pour dire comment je vais classer ma journée sur des objectifs très courts, ils sont là à réaliser. Nous, on n'en est pas encore là, mais il y a des pays où c'est toute une culture. Quand l'année arrive, ça y est, ils ont déjà fixé leurs objectifs, ils ont déjà tracé des nouvelles résolutions et ils y tiennent et ils y croient dur comme fer. Oui, mais ça c'est probablement aussi par rapport à tout ce qui peut être thérapeutique dans la société. Oui. Pourquoi on attend jusqu'à ce que la détresse et la dépression et le mal-être et la saturation, la fatigue prennent le dessus, que les gens n'ont plus
goût, ne retrouve plus goût dans la vie pour qu'on puisse vraiment réfléchir à instaurer les choses. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de chercher justement ces petites formules comme ça pour pouvoir vraiment se ressourcer aujourd'hui. On ne peut pas inventer ni apporter des formules exactes pour la simple raison qu'on est différent. Oui, le bien cadre de sûr. travail change, la dynamique change, les intérêts ne sont plus les mêmes. C'est clair. Mais ici, on pensait à ça réellement. Ici, on s'instaurait réellement dans la construction. Moi, je m'arrête, je mets 2 points et je vais réfléchir d'abord à moi-même. Comment on peut accompagner la détresse de l'enfant, les familles, et s'offrir quelque chose qui pourra me ressourcer pour que je puisse les écouter encore mieux. Accompagner ces jeunes qui ont besoin d'être formés et d'être soutenus dans ce qu'ils font pour que je puisse à mon tour me ressourcer de ce que je faisais et dire ça, c'est mon planning. Moi, je crois que, moi, Amel, on a bénéficié de quelque chose de merveilleux, fin d'année, c'est de pouvoir réfléchir comment on va construire la rubrique. Ben voilà, grâce grâce à notre amie Mariam qui était venue donc de la formation. Elle nous a donc donné quelques conseils donc comment travailler avec tout un ensemble donc de journalistes, une rédaction, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé. À mieux réfléchir, À mieux construire réfléchir. les choses, mais surtout à s'arrêter et comment on pourra vraiment associer quelque chose de nouveau. On la salue dans- si peut-être elle nous regarde d'ailleurs. Voilà. Hein. On lui fait un petit coucou, on lui dit bonne année à vous Mariam. Très n'est-ce pas? bien. Moi, je vais lui dire bonne année à ma manière. C'est quand on va lui ramener quand même des thématiques très bien réfléchies. C'est cela. Et voilà, avec Bien construite. avec des pauses, avec des supports, là où on aura une C'est petite touche qui sera une belle construction, moi et Amel. Je crois que si on va se ressourcer de ça, je crois que c'est un bon exercice, mais aussi c'est une manière de réfléchir à la différence. Comment on peut vraiment trouver juste ce plaisir, juste ce moment, c'est un déclic. C'est Mais ça. voilà, autour de nos enfants, de l'école, autour de notre travail, de nous-mêmes, de notre plaisir, il faut vraiment réfléchir comment on va réussir ça pour qu'on puisse vraiment tenir deuxième trimestre, là où le challenge est un peu plus fort, là où il faut vraiment réussir à offrir à nos enfants. Remonter les notes pour certains, ceux qui étaient un peu moyens, il faut absolument Ça va. remonter. Les autres, il faut rester sur le même rythme, bien entendu. Et puis, bon, parler aussi des adultes, ceux qui ont eu une année quand même difficile, avec peut-être des échecs, avec peut-être aussi des déceptions ou carrément des décès. C'est très difficile aussi à surmonter. Donc, ils vont devoir aussi faire face à une nouvelle année, donc de nouveaux repères peut-être dans la vie et appréhender tout cela. Il me semble que c'est la partie la plus dure dans laquelle la fête, quand elle vient, ou les moments difficiles, les tournants comme ça, les moments décisifs dans la vie, nous ramènent à nos habitudes, nous ramènent à ce qui était repère pour nous. Oui, il y a des familles qui ont changé de cadre social, ils ont déménagé, il y en a d'autres qui se sont déchirés vers une autre construction, une autre dynamique. Il y en a des gens qui ont perdu des personnes très chères, des moments très très difficiles. Ben oui, comment on pourra vraiment s'inscrire dans ça? Moi, il me semble que doucement, prendre le temps déjà de vivre ces malheurs, ces moments difficiles, ces détresses, c'est de pouvoir vraiment s'inscrire dans quelque chose qui pourra, l'ici et le maintenant, m'offrir quelque chose de bien. Comment je pourrais vraiment me projeter dans quelque chose qui va m'offrir juste un premier pas. Tu sais, la phrase qui me revient là, c'est un tout petit peu la parole d'Aristote. Le commencement, c'est déjà la moitié de la chose. C'est plus que la moitié de la chose. Et le plus dur dans tout travail, dans toute réflexion, c'est de pouvoir réellement commencer. Commencer, déclencher déjà le premier pas. Moi, il me semble que déjà dans cette pensée, et ce n'est pas rien du tout, c'est vraiment réfléchir à retrouver vraiment l'équilibre de soi-même. En fait, c'est ça la transition. Absolument. C'est commencer, c'est très important, c'est une réussite pour beaucoup, les thérapeutes, etc. Quand ils arrivent à obtenir ce genre de changement, déjà le commencement, c'est une victoire. Absolument, absolument, c'est un nouveau pas. Mais le reste, on va dire, voilà, il n'y a pas de sens exact. Aujourd'hui, on peut retrouver dans les aléas de la vie des épreuves très difficiles, des moments très douloureux. Ça fait partie de la vie, essayer d'y réfléchir, mais surtout demander de l'aide ou faire le relais. Combien que c'est dur pour nous si on s'inscrit, nous tous, dans il faut que je réussisse, c'est comme ça, c'est le challenge, il faut faire tout ça. Des fois, quand on prend une feuille stylo pour désigner un tout petit peu le programme ou l'agenda, il faut juste voir quelque chose
qui pourra réussir, nous permettre juste de respirer et de construire les pas. Pas trop se projeter parce que ça devient très difficile comme ça de vraiment rêver et puis donc c'est tout sur le dos. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses là où on a besoin d'aide pour les réussir. Il y a des parties là où il ne faut pas avoir honte de faire le relais ou de demander comme ça. Aide, oui. Ah, voilà, le relais va nous permettre d'embrayer un tout petit peu s'il s'agit de machine, mais ne pas courir au rythme de machine. Exact. C'est l'être humain, il a besoin d'un petit air d'art, de quelque chose de loisir. De réflexion aussi. Hein. Oui, quelque chose qui pourra le ramener, pas au palpable objet, mais quelque chose qui pourra le nourrir, comme musique, comme art, comme quelque chose de l'ordre de spectacle, quelque chose de l'ordre de sortie, de nature, quelque chose... Ça, Changer de son cadre habituel. Oui. Que pensez-vous justement de ces gens-là qui ont aussi tout bien cadré pour l'année 2019, tout tracé déjà, avec des objectifs, des résolutions, et ça se fait aujourd'hui et ils cochent, à chaque fois ils cochent. Si ça marche, il y en a des fonctionnements, et tu sais très bien, Amel, on a partagé beaucoup de psychopathologies, nous deux ensemble. Il y a des fonctionnements très obsessionnels, là, des gens très maniaques, c'est important Très pour eux. obsessionnel justement. Est-ce que ça rentre pas après dans une autre tournure Le spirale? bien, si les gens ils ont besoin d'un petit calepin comme ça pour écrire le 1-2, ça leur permet de réussir. Ça c'est un calepin important. comme un agenda de travail, d'affaires. Hein. Absolument. S'ils réussissent ça, tant mieux, à condition que si ça marche pas, c'est pas la détresse et la dépression et la détresse. C'est de pouvoir vraiment rebondir après. Mais il y en a d'autres qui fonctionnent pas de la même manière. Hein. Attention, il y a des gens qui ont beau fait d'efforts de lire et d'écrire beaucoup de points, ne réussissent que 2 sur 10 ou 2 sur 20 et encore. Voilà. Il me semble que voilà, il faut pas courir derrière les modèles et les phénomènes de mode. Il y a quelque chose quand même. C'est un véritable phénomène de mode, Okay. ce genre de choses dans des sociétés aujourd'hui qui sont trépidantes et très accélérées. J'ai envie de dire une société aussi très exigeante aujourd'hui. Le travail exige quand même une réussite, une présence. Il y a quelque chose de l'individu là où c'est important de réussir. L'école exige de nos enfants aussi quelque chose qui est de l'ordre de meilleures notes. Il faut vraiment donner, tout ça. Il y a quelque chose de l'ordre de don qui est très forte dans notre manière de vivre, là où c'est important de s'arrêter pour dire qu'est-ce que je reçois en parallèle. Aujourd'hui, je parle du reçu, et c'est important de pouvoir vraiment s'inscrire pour dire comment je vais gagner les choses. Parce qu'en gagnant les choses, c'est à ce moment-là que je saurai donner de l'amour, de la présence, de la joie, je saurai donner aussi de moi-même. Et c'est quelque chose qui est dans l'échange, c'est quelque chose qui vient comme ça de cet ordre. C'est vraiment fin, doux, c'est vraiment des petites phrases, mais c'est une pensée de l'intérieur. Moi, il me semble lire, écrire, partir, voyager, tout ça, c'est une partie de la vie. Oui, mais avoir bien la sûr. réflexion juste de s'arrêter face à un point, réfléchir, comment on pourra nous trouver quelque chose qui va nous permettre de travailler mieux, de consolider un tout petit peu nos efforts et de pouvoir vraiment faire le relais pour qu'on puisse ajouter quelque chose de plus. Moi, je crois qu'il faut, c'est la cerise sur le gâteau dans laquelle il faut vraiment rêver pour pouvoir se projeter au-delà. Ouais, c'est bien. Et surtout, donc, recommander ces derniers jours aux enfants et aux parents de bien en profiter, Oui. les vacances. Tout à fait. Ouais. Profiter au maximum. S'oxygéner, sortir. Profiter au maximum. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, et il y en a beaucoup qui n'ont pas bien bénéficié de ça, ils auront affaire à des personnes qui ont pu déconnecter, ils sont en train de remettre les choses dans l'ordre. Et des fois, que ça soit pour les personnes qui ont bénéficié d'une sortie de ce mode de vie ou pas, il y a quelque chose qui bouge énormément avec les gens. Être patient, mais aussi, n'oublions pas qu'il y a quelque chose qui nous demande aussi de nous inscrire dans l'échange. Se réveiller matin, oui. Se préparer avant, oui. Ne pas trop laisser à la dernière minute, ni plonger de la même manière. Parce que si on n'a pas vu la boîte mail, on se retrouve avec 700 mails, on ne sait pas l'urgence, elle est où. Si on n'a pas répondu aux SMS de félicitations, il faut vraiment réfléchir. Eh ben justement, si c'est justement, ça fait partie des résolutions, répondre à tous les messages qu'on a pu recevoir. Je crois ce
qu'il faut faire d'abord, c'est de trier un tout petit peu là ceux dans lesquels on peut répondre et ça nécessite vraiment une réflexion par rapport à d'autres qu'il faut vraiment éliminer. C'est faire un petit planning juste par ordre de priorité. C'est ça. C'est comment je pourrais juste prendre la reprise avec quelque chose qui garde la douceur comme ça de la reprise. Ça sert absolument à rien de plonger dans des réunions très fatales, là où on remet tout en jeu, tout ça. Ça sert absolument à rien d'ouvrir comme ça des dossiers, tout ça et de mettre de côté parce que c'est l'urgence de demain. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais le faire dans l'urgence demain, je vais courir. Moi, il me semble, c'est de choisir là où je pourrais mettre l'ici et le maintenant, quelque chose qui va me permettre de souffler un tout petit peu, comme une soupape de secours, comme ça, de réfléchir à mettre des pauses comme ça et de travailler doucement tout en s'inspirant de cette période de vacances. Là, on a su faire les choses très bénéfiques. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Aïda. Je vous remercie, Irène. On vous dit bonne chance pour l'année 2019. Ah oui, vous en avez besoin, vous avez fait votre déjà planning en fait, comme nous tous. Eh bien, et comment réfléchir un tout petit peu comment je pourrais redynamiser à mon tour quelque chose qui concerne aussi mon cadre de travail. Et aussi avec nous. Et Bonjour d'Algérie. Et ça marche déjà. Très bien. Merci beaucoup, Aïda, pour tous ces conseils et pour votre aussi punch de bon matin et que vous transmettez sûrement aux téléspectateurs chaque jeudi matin. Merci. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Leïla Benaïcha. Elle a été donc lors d'un spectacle avec Hamid Achouri qui a ravi donc les enfants, les adultes aussi, avec ces clowns aussi qui l'ont accompagné. Regardez. Le camp scolaire Hamid Achouri invite tous les enfants à venir prendre part à ces spectacles quotidiens avec les clowns à Riyad El Fath. Au menu, de l'humour, du rire et de la détente. Tous les jours, à partir de 15h, il y a le spectacle. Chaque fois, il y a des surprises. عندك les clowns, عندك les magiciens, عندك... Et plus, c'était une occasion. أنا نطلع الدراري يغنيوا يحكيوا. Parce que عندنا un problème dans la famille, il y a pas le contact entre les parents et les enfants. Donc أنا نسي نحيلهم هذيك الحشمة يبقى يديروا حوايج تحيل حتى لا ماما تقول لك ما عرفتش وليدي. Parce que ماشي ما في تكسروا معاهم. Avec une spontanéité et une complicité particulière, tous les enfants et parents même se sont impliqués au spectacle. La prestation des clowns a créé une certaine fusion entre le jeune public et ces derniers, notamment dans le chant et le rire. D'aujourd'hui, il est vraiment beau. Ils nous ont ramené des clowns, on a chanté, on a dansé, on a fait beaucoup d'activités. Et moi, je suis très, très contente. Le menu vacancier de l'office de Riyad El Fath reste consistant avec plein de belles surprises. C'est par des ateliers de motricité fine, donc qui est la manipulation de la porcelaine fine, qui sont des plus jeunes. Je pourrais commencer par des ateliers de motricité fine, donc qui est la manipulation de la porcelaine fine. Il y a du dessin, il y a de l'écriture, il y a de la peinture. Les espaces sont en plein air et c'est ouvert à tout public et c'est pas payant. À côté, on a un espace qui s'appelle le Petit Théâtre, qui lui est dédié pour les tout petits. Il y a des films d'animation de moins de 45 minutes pour les tout petits parce qu'ils s'ennuient vite. Les espaces sont en plein air et c'est ouvert à tout public et c'est pas payant. À côté, on a un espace qui s'appelle le Petit Théâtre, qui lui est dédié pour les tout petits. Il y a des films d'animation de moins de 45 minutes pour les tout petits parce qu'ils s'ennuient vite. Là aussi, on a une séance toutes les heures et c'est gratuit pour les tout petits. À la salle Ibn Zidoun, il y a un programme de dessins animés tout récent, bien sûr, des dessins animés qui sont sortis en 2018. Il vous reste jusqu'à la fin des vacances. L'accès aux différentes activités est gratuit, alors profitez-en. Voilà, de retour sur le plateau, on salue tous ces bambins qui se sont bien amusés, qui ont pu profiter, j'espère en tout cas, de leurs vacances et puis qui s'apprêtent à rejoindre les bancs d'école. Ça y est, c'est le dernier tournant. Mais avant, on va justement accueillir notre invité qui, lui, s'est beaucoup occupé des souvenirs d'enfance d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est revenu avec un tout dernier ouvrage, Alger la mystique, Ziyarat autour des fontaines. Eh bien, il va nous raconter de belles histoires ce matin. Il s'agit de Nordine Louhel. Bonjour. Bonjour.
madame. Je vous remercie pour votre invitation et je profite de l'occasion pour vous souhaiter la bonne année à vous et à toute l'équipe, le staff de Canal Algérie et à tous les Algériens. Alors je leur dis que de la santé et rien que la santé. Ah oui, c'est primordial que quand la santé va bien, tout va bien. Tout va bien. Alhamdoulilah. Eh bien, très bien. On va parler donc de ces fontaines et on va surtout évoquer tous les souvenirs que vous nous avez envoyés à travers cet écrit. Moi, j'ai bien aimé lire, en tout cas à travers ces histoires que vous racontez, ces légendes et surtout comment vous avez agencé les choses. Alors, vous avez commencé par raconter l'histoire de l'eau aussi, comment elle est arrivée. C'est très important. On ne le savait pas, c'est vrai, on parle beaucoup du partage d'eau dans le sud, mais pas à Alger. Oui, parce que bon, ma qualité d'ancien hydraulicien du secteur de l'hydraulique, je me devais d'écrire ce livre. De toutes les manières, j'ai utilisé les archives que j'ai pu trouver. Une très belle bibliographie d'ailleurs. Disons que les archives elles sont peu parlantes sur nos fontaines, mais néanmoins, je suis arrivé en utilisant surtout la mémoire populaire. La mémoire populaire d'ailleurs. Parce que bon, tout le monde connaît les fontaines mères, les fontaines leaders, telles que Ain Bir Djebbah qui est passé dans la postérité grâce au poète Mustafa Toumi dans sa qasida Subhanallah Yatif qui a été interprété par Cheikh Mohamed Al-Anqawi qui dit fi Bir Djebbah Nhlef. Donc la fontaine de Bir Djebbah aujourd'hui ce n'est plus un lieu local, c'est un lieu universel parce qu'elle a franchi toutes les frontières grâce à la chanson, grâce à vous, grâce à la radio, à la télévision. Bon, il y a d'autres fontaines qui m'a Bir Shbana, qui m'a Ain Mjouqa, elles sont connues. Moi, j'ai essayé d'aller sur le chemin des fontaines que l'on ne voit pas et qui ont une notoriété extraordinaire, telles que Ain Latash, Ain Lahjaj. Je vous ai d'ailleurs raconté Ain Latash, moi depuis toute petite, j'entends parler de cette fontaine. Qui est intimement liée à notre famille. D'ailleurs, ma mère qui est née à la Casbah, de toute petite, je l'entendais parler de ces fontaines et elle disait Dar Latoshi. Voilà, ils habitaient à côté de Ain Latash. Vous voyez que chacun de nous, quelque part dans sa mémoire, il a une fontaine. Oui. Et ces fontaines, les gens, ils m'ont aidé. Oui. Et quand je partais sur les lieux, je trouvais toujours des colliers de serrage, un mur lissé. Je trouve des traces d'accessoires de fontaines. On a quelques fontaines en photo. Vous allez d'ailleurs Celle-là, c'est Bir Shbana. C'est là où a été... À gauche, c'est là où a été tournée une séquence du film de Pépé le Moko de Julien Duvivier. Exactement. Voilà, nous sommes sur la rue de la Casbah. Ça, c'est Ain Fouara à qui j'ai rendu hommage. Exactement. Et le miracle a été dans mon livre. Ça, c'est la fontaine de Bir Khadem. Bir Khadem. Alors ça, c'est un célèbre artiste peintre américain. Orientaliste qui était venu immortaliser justement Bir Khadem. Et c'est Bridgman que j'adore. Il a séjourné à Alger. Il a séjourné à Alger. Et d'ailleurs, on va revoir la photo réelle de Bir Khadem. Bien sûr. Et donc alors, j'ai fait l'inventaire des fontaines de la Casbah, de la campagne qui l'environne. Parce qu'au-delà de Bab Jdid, Al-Qattar, c'est la campagne. C'était la campagne, il n'y avait rien. Il y avait El Jazair et sa campagne. Vous citez les fontaines de l'Qaria. Les fontaines de l'Qaria, les fontaines de la campagne. Et puis, et de là, je suis parti vers les fontaines de Nas El Fahsh. Notamment Bir Khadem, le puits de la Servante, celle qui désaltérait les cavaliers de l'émir Abdelkader. Elle a été déposée là-bas par les caravaniers venant du Soudan. Ils l'ont déposée là-bas près de ce puits. Et depuis, on l'appelait la femme au puits, le Khadma, Bir Khadem, le puits de la Servante. C'était des gens qui venaient donc vivre ici à Alger. Exactement. On les appelait le Khadem. Donc, il y avait aussi plein d'histoires que je me suis régalée avec toutes ces histoires et les légendes. On connaît de noms comme ça le cimetière des princesses qui n'existe le cimetière des princesses, malheureusement. Il y a d'abord Ain Sidi Abdallah, appelé communément Ain Sidi Abdallah. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens, les chevillards, les bouchers allaient se laver. Parce que là-bas, c'était un quartier de bouchers. On vendait de la bonne viande.
C'était un îlot où il n'y avait que de la viande, de laine de mouton, et tout le monde allait s'approvisionner là-bas. Mais هي في الحقيقة, elle s'appelle la fontaine Sidi Ben Ali. Sidi Ben Ali, c'est un saint qui veille encore sur les deux princesses qui sont enterrées à côté de lui dans le cimetière des deux princesses. À la rue Ben Ali, voilà. À la rue Ben Ali, l'ex-empereur. Nfisa et Fatma, les filles de Mustafa Pacha. Voilà. Mustafa Pacha qui a justement été un des fontainiers très importants. Absolument, absolument. On lui doit au moins la réalisation d'une douzaine de fontaines, parce que il a su comment gagner la sympathie de la populaire des gens autochtones d'Alger, de Alger d'Ibn Mjrna. Et il a profité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Jazaïr avait une chance inouïe. Elle a profité de l'expérience des fontainiers qui sont venus de l'Andalousie, chassés dans le cadre de la chute de Grenade. Et quand ils sont venus ici, ils avaient cette capacité de captage des eaux, de l'adduction d'eau. Ils ont créé ce qu'on appelle les canalisations. Donc, on doit beaucoup aux Mourisques, on doit beaucoup... Tout à fait. Et chaque douiret, bien sûr, de la Casbah, avec leur propre puits, de toute façon. Oui, ils avaient les puits et ils avaient le djeb. Le djeb, c'était le réservoir qui collectait l'eau de pluie. L'eau de pluie, et ils avaient le bir, l'eau potable. Voilà. En soi, la Casbah est une véritable éponge. Il y a de l'eau partout. Et ça fonctionnait très très bien. Aujourd'hui, malheureusement, les canalisations sont rentrées dans la Casbah et c'est ce qui a fragilisé cet habitat. Comment on appelle ça, la gestion de l'eau à l'époque, elle était beaucoup plus intelligente peut-être. Plus intelligente qu'aujourd'hui. Bon, les gens vont nous dire qu'il n'y avait pas autant de demande, la demande n'était pas aussi forte. Mais ce qu'il y a, nos autorités, quand même, il faut leur rendre hommage. Et ils ont réussi quand même à dresser un inventaire de ces fontaines, parce qu'il y en avait, ça là c'est El Hamma. Excusez-moi, voilà. Ça c'est El Hamma. C'est la fontaine de El Hamma. Oui, c'était ici il y avait le cheikh béni qui guérissait la fontaine, qui guérissait la fièvre, d'où le nom de El Hamma. C'était un guérisseur de fièvre. Bouhamma. Très bien. Voilà. Et ça, c'est la fontaine. Elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été embellie quand même. Oui, au jardin d'essai. Juste en face du jardin d'essai et à flanc du Musée national des Beaux-Arts. Et la rue Jekel. La rue Mohamed Jekel, la fontaine bleue, Ain Jarqa, la rue de la fontaine bleue. Voilà. Il y a Ain Mzouqa aussi. Oui, et ça, bon, celle-là, elle a disparu. Celle-là, a disparu. C'était les fameux Joudjayoun de l'actuel passage Mohamed Souelah devant la mosquée Ali Betchin. Voilà. Il y a aussi Sbaïoun. Là aussi, c'est tout, c'est tout un rituel. D'ailleurs, vous parlez, ce qui est bien, c'est que votre livre, pour ceux qui ne connaissent pas, ils arrivent très bien à se retrouver. Absolument. Vous avez très bien répertorié ça en chapitres. Donc, il y a 6 chapitres. À chacun, bien sûr, il y a le chapitre entier qui recèle aussi les fontaines de la Casbah. Après, il y a les fontaines de légende. Les fontaines de légende. C'est un régal aussi, les fontaines de légende. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est un livre, c'est une première, parce qu'on trouve même des fontaines insoupçonnables. La fontaine de la rampe Docteur Trollard, et il y a aussi la fontaine à Papin. La fontaine à Papin, à Denis Papin, elle se trouve à... Celle-ci s'appelle comment, par exemple, celle de la Casbah? C'est Bir Shibana. C'est à la rue Sidi Driss Hamidouche, l'ancienne rue de la Casbah. De Jama' Lihoud. De l'avenue Abdelrahman Arbadji, c'est jusqu'à Bab Jdid, à la voiture. Et là, à gauche, on voit le Dinandier. Celui qui fait de la résistance, l'artisan Dinandier qui fait de la résistance, donc, Hadi, c'est Ain Bir Djebbah. Ça, c'est la mythique fontaine de Ain Bir Djebbah à la haute Casbah. Hadi, il y a l'Irni Alia, Haj Mohamed Al-Anqa, fi Bir Djebbah Al-Half. Et on l'appelle ça aujourd'hui la fontaine des Fidaïyin. J'ai lu ça, tout à fait. Parce que leurs noms sont gravés. Radi Hamida, Touati Saïd, Allah Rabbi Yarhamhum, oui.
Rahal Boualam. Quand il a été exécuté, il était âgé à peine de 17 ans. Voilà, tout jeune. Oui. Donc, chaque fontaine véhicule une histoire, et c'est ça qui est beau. Non seulement la fontaine, elle véhicule une histoire, mais encore elle véhicule des douas, d'où le titre Alger, la mystique. La mystique. Parce que Oustad Moussa, lui et son fils, quand ils construisaient ils foraient les fontaines. Il y avait les plaques que le professeur Robert Collin a traduit de l'Othmani vers le français. J'en ai trouvé quelques plaques au niveau du musée national des arts populaires, de la liberté. Musée des arts populaires, non? Le musée de Parc de Galan. Là, il y a encore quelques plaques inaugurales de cette époque. Les arts islamiques. Oui. L'autre, je l'ai oublié, je suis désolé. L'autre, je l'ai oublié, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Des antiquités. Des antiquités, merci de me corriger. Merci de me corriger. De toutes les façons, nos amis téléspectateurs connaissent. D'ailleurs, on les salue, la directrice qui nous permet tout le temps d'aller réaliser des reportages au musée. Et avant, il y avait 150 fontaines dans toute El Jazaïr. Mais bien sûr, vous allez convenir avec moi qu'avec le choc colonial de 1830, beaucoup de maisons ont été démolies par le génie militaire français. Donc, devant chaque mosquée, il y avait une fontaine. Donc, s'il y avait 150 fontaines, il y avait aussi 150 mosquées. Oui. 1927, 12 seulement ont échappé à la fureur des fantassins. Et aujourd'hui, on est resté au même chiffre. De ces fontaines. Et ce sont des fontaines qui subsistent encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. On peut y boire. Et il y a même des fontaines qui ont été aussi restaurées, rénovées et réutilisées. Il y a eu des coupures d'eau comme une certaine époque à Alger où il n'y avait plus d'eau dans les robinets. Il y avait la rétention d'eau et il y avait énormément de bassins collecteurs au niveau de l'esplanade de Jama' Kchawa. Parce qu'en temps de disette, l'eau était rationnée. Mais ce qu'il y a de bien, à travers ce modeste ouvrage, que j'ai voulu une contribution, l'autorité peut récupérer aujourd'hui ces fontaines. Si elle se donne le temps de le lire. Il y en a qui sont classés. Il y en a qui sont classés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont construit sur des fontaines. On construit des magasins et des maisons sur des fontaines. Et c'est là le danger. Parce que, Kima à Zoujayoun, c'est une éponge. On se serait cru en mer. Là-bas, tout n'est que eau. Zoujayoun, la fontaine Ali Betchin, qui est aujourd'hui hier, elle ruisselait si bien. Et du jour au lendemain, la fontaine Sidi Ramadan. La fontaine Sidi Ramadan, ça va, elle ruisselle jusqu'à présent. C'est la plus ancienne, puisqu'elle fait partie. Ain Malha, son eau n'est pas potable. Ain Sabara. Ain Sabara n'existe plus. Elle était affluent de la citadelle d'Alger. Je les ai notés pour vous les. Dar Sultan. Voilà, Ain Lahrij. C'est ça? Elle ne ruisselle plus, elle est tarie. Elle est devant l'ancienne école Charoui du côté de la rampe Mohamed. Celle-ci, je l'entendais souvent, à Ouinet Sidi Biche. À Ouinet Sidi Biche, il y en a quand même tout un chapelet de fontaines là-bas. J'en ai trouvé tout un chapelet de fontaines, il y en a au moins 3 fontaines. Mais ce travail... Il y en a qui vont se reconnaître parce que ça fait partie de leur quartier. Oui, ce travail n'aurait pas été possible si je n'avais pas été aidé par M. Mohamed Trari, le poète Omar Rezaghi Rachid, qui encore. Il y avait le mécanicien du quartier, quand même, qui ont parcouru avec moi tout le quartier de C'est magnifique. Ah oui, Sidi Mohamed, ah oui, Farina. Oui, la rue Farina. À l'impasse Farina, là-bas, j'ai trouvé une fontaine. Cette fontaine, elle est accolée
un dahir, un mausolée d'un saint. Le saint, il est originaire de l'oasis de Bni Abbas, à Béchar. Vous vous imaginez, vous vous imaginez. Bien loin. Oui, il avait ses adeptes, ils enseignait là-bas le Coran, les préceptes de l'islam. Oui. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité doit se pencher sur ce patrimoine, bien sûr. Sur ce patrimoine, c'est très important. Sur ce patrimoine hydrique. Ain Sabat al-Asila, c'est ça? Ain Sabat al-Asila, c'est une fontaine mitoyenne à l'impasse Farina. Où ils venaient de très loin les gens, ils passaient la nuit, voilà. Donner l'occasion à beaucoup de s'abreuver, de manger, etc. avant de repartir. Ceux qui chantent aujourd'hui, personne n'a le droit d'avoir faim et d'avoir faim, ne nous apprennent rien. Exactement. À l'époque, on avait tout ça. Et on avait cette solidarité des petits gens, il y avait cette main tendue aux visiteurs, et tout ça se faisait autour d'une fontaine. Autour d'une fontaine. Il y a eu aussi Ain Charchar, à Charchar. Charchar, c'est Ain Tagourat. Il y en a deux. Ain Tagourat, l'ancien Bérard, où la princesse d'obédience berbère, qui était frappée de cécité, a retrouvé la vue grâce à une poignée d'eau de cette fontaine. Et depuis, la fontaine a été nommée Ain Tagourat. C'était la princesse de l'époque berbère. Et ce qu'il y a de bien dans mon livre, je devais rendre aussi hommage à la fontaine mère qui est Ain Fouara. Oui. Et un bel hommage, en tout cas, vous lui avez consacré. Et quand le livre est sorti, la photo de Ain Fouara était à l'envers. C'était un présage. Je ne l'ai pas voulu. Oui, peut-être que Ain Fouara est en train de crier sa détresse. Peut-être, voilà. En tout cas, j'espère qu'avec cet ouvrage, beaucoup vont en tout cas se délecter de revoir leur quartier et surtout apprendre sur leur quartier pour la jeune génération et se rappeler de bons souvenirs aussi. Et Ain Charchar, celle du Hama à Belouizdad, l'ancien Belcourt, elle est réputée parce que les doyens, les femmes venaient là-bas choisir une épouse pour leurs fils et tout ce qui sont. Il y a Sbaïoun aussi, c'était un peu comme ça, où plein de légendes tournaient autour de cette eau. Il y a aussi la fontaine des 7 djinns à Bolorine. Dommage, ils ont construit sur cette fontaine, elle a été ensevelie par des escaliers qui descendent vers la mer. C'est juste en face du petit square de Poche. D'accord. Square de Poche. En tout cas, c'est vraiment un régal de pouvoir lire, en tout cas entre ces lignes, et surtout se rappeler de bons souvenirs, découvrir ces fontaines, et bien sûr apprendre énormément sur le partage d'eau, sur les métiers de l'eau aussi. Les métiers de l'eau, par exemple, les femmes qui allaient avec Qasdira. Il y avait le biscrit, le porteur d'eau. Oui, le porteur d'eau. Ces métiers de l'eau. Il y avait le graba, il y avait des gens porteurs d'eau. C'est ça. Il ne faut pas que les gens s'offusquent quand on dit ce biscrit, le porteur d'eau. Au contraire, ce biscrit, c'était quelqu'un d'extraordinaire, de formidable. Et il approvisionnait les douirettes en eau. Il était en relation avec la doyenne de la Hara. C'était tout un métier. Il était là tous les jours que Dieu fait. Il veillait même à la sécurité en l'absence des hommes. C'était beau tout ça. C'était très beau. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel ouvrage. À ce propos, on citera l'œuvre de Hippolyte Laserge. Il était le premier à rendre hommage au biscrit, le porteur d'eau. Dans son portrait, il est au Musée national des Beaux-Arts. Très bien. Il s'est pris avec lui d'amitié. Vous avez commencé cet ouvrage avec cette belle petite cantine, donc et chansons à la Clairefontaine. À la Clairefontaine. C'est des souvenirs, voilà. En allant promener. Parce que Madame Corinne Chevalier, la fille de l'ancien maire d'Alger, elle m'a fait part que son papa avait contribué à enjoliver Ain
Ain Sidi Mohamed Cherif lorsqu'elle allait à Volo. Ah, c'est magnifique. Donc, vous voyez que beaucoup d'éminentes personnalités ont participé à redorer le blason de nos Très fontaines. bien. Et puis par la même occasion, vous avez ramené beaucoup d'ouvrages, mais malheureusement, on n'aura pas l'occasion de les présenter. On les a déjà présentés, les jeux d'avant, etc. Alger la Blanche, Contes, légendes et Bourqalet. Ça, c'est un ouvrage que notre ami Mina Abed a lu et c'est également délecté. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de le présenter dans notre émission. Merci beaucoup. De toutes les façons, si vous permettez, cet après-midi à 14h, j'anime une séance de vente dédicace à la librairie du Tiers-Monde. Très bien. On saluera donc tous nos amis, vous le saluerez, tous nos amis de la librairie du Tiers-Monde. À leur tête, bien sûr, le directeur donc, de cet établissement. Voilà, Monsieur Ali Bey. Merci beaucoup, Monsieur Louhaj. Je rappelle, Nourdine Louhaj, vous êtes auteur donc, de plusieurs ouvrages, journaliste, écrivain. Et cette fois-ci, vous êtes venu nous présenter ce bel ouvrage sur Alger, la mystique, Ziarat autour des fontaines. À très bientôt. Je vous remercie. On continue. Je vous invite à rester dans l'ambiance, bien sûr, de la Casbah et surtout de ses artisans et de ce savoir-faire à travers ce portrait qu'a réalisé pour nous Faria El-Hamdi, le portrait de l'artiste Mohamed Sahnoun. À la basse Casbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. هي مهنة شوية وعرة أكثر من اللي يخدمها. اللي يخدمها بالك سهلة على اللي يطم هذا الشيء خاطر هذا الشيء راه مضر شوية في الشرق شوية في الغرب شوية في حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا. فهمتي؟ كاين دي فامي عندهم العجب عندهم العجب مام هنا في البلاد في الجزائر في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع بصح هو شنو ما يبيعوش مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء لخاطرش التحف هادو نورمالمون مام بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء والصغيورين كيما هذه كانوا يدوهم العجايز الجبانه كيروحوا الجبانه خاطر علاش قلت كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول كان انسان محبوب بزاف خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما راهم رجال خدامين هو على باله المراه شحال تسحق في الدار ما تشوفوا ما يشوفها عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين يروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة ماشي زعما قال جاوي ولا واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار هذاك البخور في الليل واش يديروا يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة تعرفي البقالة وهنا مكتوب بالفضة مكتوب عز الدنيا بالمال وعز الأخيرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار وي كانوا يديروا فيه الورد زمان هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبات تاعهم هما كانوا حتى الكتيبة عندها واحد الشارم هنا مكتوب مصابرة ظفرة ومن بعد من جدة وجدة ومن بعد نهبط شوفي مصابرة ظفرة من جدة وجدة نهبطوا لتحت نبداو منها شوفي بالشكر تدوم
النعم كلها صبر ظفر من جد وجد بالشكر تدوم النعم كلها. كانوا فنانين حتى في الكتيبه تاعهم. Nous avons quitté M. Sahnoun qui continue toujours à exercer ce métier par amour à ces objets précieux. Il nous a fait voyager à travers le temps en nous relatant l'histoire de chaque objet. De retour sur le plateau, on va rester dans les traditions et surtout dans le beau, cette fois-ci encore une fois avec l'association de musique andalouse. Le patrimoine est toujours à l'honneur, la préservation et là surtout la jeunesse est là et la relève est là, heureusement. Les maîtres de cette musique arabo-andalouse seront fiers de voir cette musique perpétuée donc de génération en génération et ça continue avec cette belle initiative de Andalousiet Bara'im Tipaza. Ça s'est passé hier, la deuxième édition et ça continuera aujourd'hui encore et ils sont là pour le plaisir donc de nous ravir à travers leur musique. On va les présenter tout de suite. À leur tête donc Abdelhakim Ougaïda, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Là, vous êtes aussi membre fondateur de cette association Rachidia. Bon, membre fondateur, c'est un peu mais trop. Vous êtes dans la lignée de ces membres fondateurs. Voilà, exactement, on va dire ça. Votre père Voilà. est un membre fondateur. Voilà, exactement. Voilà. C'est le président de l'association, monsieur Ndegay. Exactement. Vous avez pris le relais très tôt. Ça fait déjà 9 ans que vous êtes dans l'association. Ça fait déjà 9 ans que je fais partie de Rachidia. Oui. J'ai commencé comme comme soliste, voilà. Tout comme le petit jeune qui est avec nous. Voilà, comme tous les petits jeunes, voilà, exactement. Ouais. Et après, là aujourd'hui, je suis, on va dire, l'initiateur de cette petite classe.